Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH Management, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Bien dans son job, on parle du sport, mais d'une manière un petit peu, en faisant un petit pas de côté pour parler de ces fameux sportifs de haut niveau. Est-ce une richesse pour l'entreprise? On va essayer de faire le point avec Mireille Blesse. Elle est docteure en sciences de gestion et auteure d'un livre passionnant, Le sportif de haut niveau, une richesse pour l'entreprise. Tiens, ça correspond exactement à notre titre, avec quelques bémols. Elle est notre invitée. Le grand entretien aujourd'hui, recruté et fidélisé dans la grande distribution. Et nous accueillons Laetitia de Montgolfier, DRH de Lidl France. Ça bouge chez Lidl et on fera le point avec elle dans quelques instants. Et enfin, dans Fenêtre sur l'emploi, eh bien, les Français et l'entrepreneuriat. C'est toujours une très belle histoire d'amour d'ailleurs. Les Français entreprennent. On en parlera avec Paola Fabiani. Elle est porte-parole et vice-présidente du MEDEF et présidente de Comex 40 et fondatrice de Wiscom Vado Via. On fera le point avec elle sur cette passion de l'entrepreneuriat. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Les sportifs de haut niveau, que peuvent-ils apporter à une entreprise? Leur qualité, leur valeur, leur engagement, leur capacité à s'entraîner, à résister à la souffrance. On en parle avec Mireille Blesse. Bonjour Mireille. Bonjour. Vous êtes docteur en sciences de gestion, autrice de ce livre, Le sportif de haut niveau, une richesse pour l'entreprise. On va découvrir votre livre. Il est sorti chez l'Harmattan. D'abord, un petit mot quand même, parce que j'allais dire, c'est presque à la mode aujourd'hui. On recrute des militaires et on recrute des sportifs de haut niveau. On se dit, ça va être génial parce qu'avec eux, il y aura de la rigueur, de l'organisation. C'est vrai ou c'est pas vrai, ça? Alors déjà, on ne recrute pas des sportifs de haut niveau. On fait intervenir des sportifs de haut niveau dans les séminaires de management pour démontrer, pour présenter leur expérience, pour faire rêver les équipes de management. Et ce qui m'a interpellée, c'est que je suis justement allée regarder sur 2 Olympiades, enfin pas successives, puisque j'ai regardé sur Rio 2016 en me disant c'est 8 ans après la fin de leur carrière. Que sont-ils devenus? Que sont-ils devenus? La même chose avec Sydney en me disant là ils sont plutôt dans leur dernière étape de carrière, en me disant qu'est-ce que ces gens-là ont fait dans les entreprises après. Donc j'ai fait un focus, alors on va dire il y a peut-être un biais qui est le focus sur les médaillés, parce que j'ai pris les médaillés olympiques uniquement pour avoir un champ qui soit pas trop large quand même, en me disant donc ils ont réussi dans le sport et donc il n'y a pas de raison qu'ils réussissent pas dans d'autres choses dans les entreprises, puisque chaque fois les entreprises les font venir. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y en a très peu qui vont vers l'entreprise pour de multiples raisons. Et c'est ce que j'ai essayé de faire à travers cet ouvrage, c'est de dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Essayer de comprendre le sport, les sports, expliquer aussi aux sportifs ce qu'est une entreprise, parce qu'ils sont souvent loin ces mondes-là, et donc leur montrer effectivement qu'il n'y a pas une entreprise, mais des entreprises, tout comme il n'y a d'ailleurs pas un sport, mais des sports, avec des particularités, et essayer de faire ce match entre les deux. Mais c'est assez intéressant ce que vous dites, parce que l'entreprise, ils ne la connaissent souvent qu'à travers le filtre de leurs sponsors. Ces coupes de champagne, on discute, c'est très sympathique, mais objectivement, ils ne la voient pas, l'entreprise de l'intérieur, avec ses galères, ses tensions, les difficultés de la vie quotidienne dans une entreprise. C'est ça que vous racontez aussi. Concrètement, on transpose quoi? Vous nous dites on ne transpose pas le sportif. On transpose ses valeurs, parce que finalement, à travers ces séminaires, il apporte quelques éléments, le courage, je suis valeureux, je m'entraîne. C'est ça qu'il apporte dans l'entreprise? Je pense qu'avant tout, il fait rêver, comme on est tous devant notre télé, on le voit en vrai, sportif, etc. On le voit en vrai, et il raconte son histoire qui est forcément passionnante, parce que derrière le sport, il y a forcément de la passion. Donc je pense qu'il transmet cette passion, il transmet cette énergie, il transmet ce qui fait la différence et qui fait forcément rêver les managers. Mais après, il ne rejoint pas plus ces entreprises-là que d'autres. Donc voilà. En fait, on se leurre, parce que votre livre, c'est aussi un petit pas de côté sur le monde merveilleux des sportifs qui vont retrouver un emploi. Qu'est-ce qu'ils deviennent d'ailleurs, ces sportifs qui finalement ne rentrent pas dans l'entreprise? Ils rentrent dans leur fédé, ils deviennent consultants techniques? Alors l'analyse montre qu'il y en a il y a à peu près 30 à 40% qui font des études dans le sport, donc ils font quand même des études
hors sport. Et là, on a un sujet en France aussi sur l'importance systématique du diplôme. C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on ne considère pas qu'un sportif de haut niveau, finalement, sa carrière de sportif de haut niveau, c'est une première expérience professionnelle. Et j'ai vu des tas de choses sur l'INSEP, sur des référentiels de compétences dans tous les sens. Mais pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on ne valide pas l'expérience sportive comme un diplôme plutôt que de les faire repartir après vers un diplôme? Ça n'a pas été fait, ça, aujourd'hui. Enfin, c'est une première remarque. Et ayant fait finalement pour 30-40% des études sportives, ils sont néanmoins quasiment 70% à travailler ensuite dans les métiers du sport. Donc il n'y en a que 30% qui vont dans autre chose. Le autre chose étant la fonction publique, les sociétés type SNCF, EDF, etc. Qui accueillent. Ce type d'entreprise, les douanes, des carrières militaires ou ce genre de carrière. Mais l'entreprise plus classique, le pur privé. Le pur privé, il y en a très très peu. Mais c'est intéressant de le voir des deux côtés. Il y a le sportif qui découvre que le monde de l'entreprise, c'est pas le monde merveilleux des bisounours, le jour où on reçoit la coupe et le cocktail. Et puis il y a peut-être aussi l'entreprise qui se dit, après tout, c'est quand même des forces très individuelles, c'est des gros caractères, c'est des gens qui lâchent rien. Et que quelque part, un sportif de haut niveau, ça peut faire peur. Alors, deux choses. C'est vrai que pour avoir échangé avec beaucoup d'entre eux depuis, ils disent, mais de toute façon, on ne retrouvera jamais ce qu'on a vécu dans le sport. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec eux et j'ai eu des discussions assez solides avec certains en leur disant, mais arrêtez, il y a plein d'autres choses que vous pouvez faire dans la vie. L'adrénaline n'est pas la même, quand même. C'est une autre adrénaline, je suis d'accord, mais il y a quand même des choses sympas à faire dans les entreprises de manière générale. Encore faut-il savoir ce qu'on aurait envie de faire d'autre, quelles sont nos autres passions hors du sport. Et côté entreprise, c'est vrai que je me suis posé beaucoup de questions sur les schémas organisationnels des entreprises. Un sportif, il est évalué en permanence, donc quels sont les systèmes d'évaluation? Il y a des récompenses, il y a de la récupération. Enfin, il se passe énormément de choses finalement dans son mode opératoire qui est très différent de celui de l'entreprise. Et peut-être que les DRH, de manière plus générale, ont un travail à faire pour préparer les entreprises sur ces sujets-là en disant si je veux accueillir un sportif de haut niveau, qu'est-ce que je dois faire? Ce qui m'avait un peu déclenché ça, c'est qu'au départ, moi j'avais recruté il y avait plus de 20 ans un sportif de haut niveau et dans mon équipe et je me disais ça marche pas. Et ça marchait pas pourquoi? Parce que ça collait pas quoi. Alors, ça marchait pas parce qu'il avait l'habitude d'avoir un entraîneur, un coach, en l'occurrence un ancien footballeur professionnel, derrière lui tout le temps. Tout le temps. Ouais, c'est les enfants et gâtés. Que moi à l'époque, je ne dirais pas qu'il était enfant gâté, mais je pense qu'il était. Il y a un besoin. Ils sont accompagnés dans leur planning, dans ce qu'il y a à faire. Et finalement, en entreprise, selon le niveau de subsidiarité qu'on met ou pas, ils peuvent se retrouver assez isolés ou assez perdus. Trop d'autonomie par rapport à ce qu'ils connaissaient dans le cadre d'un plan d'entraînement. Pour lui, en l'occurrence. Il sait qu'à 10h, il a muscu, à 11h, il va faire ci, et que tout ça est très millimétré. Et l'entreprise laisse un peu. Ce livre est très intéressant parce que. Voilà, il prend un peu le contre-pied de toutes les idées reçues qu'on peut avoir sur cette relation entre sport de haut niveau et le monde de l'entreprise. Ce n'est pas aussi merveilleux que cela, cette rencontre. Merci Mireille Blaise d'être venue nous rendre visite. Auteur de ce livre, Les sportifs de haut niveau, une richesse pour l'entreprise. À très très bientôt. Merci. Et tout de suite, le cercle RH et on accueille la DRH de Lidl. Ça bouge chez Lidl et j'accueille mon invité. Le cercle RH et un grand entretien aujourd'hui avec la DRH de Lidl, Lidl France. J'accueille Laetitia de Montgolfier. Bonjour Laetitia, je suis ravi de vous accueillir. Alors, on a souvent parlé de Lidl, on avait accueilli votre prédécesseuse il y a maintenant un peu plus de 2 ans, qui était de nous parler des transformations. Puis on va continuer avec vous, évidemment. Et je suis déjà venue aussi. Et vous êtes déjà venue. D'abord, un petit mot sur vous, parce qu'on va parler des actions et de la manière dont vous recrutez, qui est très originale et très disruptive. Quand vous êtes arrivé chez Lidl, parce que vous avez un parcours assez intéressant dans le RH, Amazon en particulier et d'autres entreprises, qu'est-ce que vous vous êtes dit? C'était quoi vos grands défis? C'était quoi qu'est-ce que vous vous êtes dit, tout simplement? Je me suis dit que j'intégrais une entreprise avec une véritable attention envers ses salariés, notamment sur l'approche santé, sécurité, qualité de vie au travail. Je me suis dit aussi que je trouvais une entreprise, et c'est le point commun avec Amazon, très orientée en faveur de ses clients. Et ça, c'est aussi bien pour, évidemment, l'entreprise en tant que telle, mais d'un point de vue RH, le focus sur les clients internes, c'est aussi très important. 46 000 salariés, vous êtes la DRH qui avait prérogative sur 46 000 salariés, 97% sont en CDI. Tout à fait. On va rentrer dans le détail dans quelques instants, mais est-ce que, comme beaucoup d'entreprises
entreprises aujourd'hui de l'agroalimentaire, de la grande distribution, de l'industrie. Est-ce qu'il y a des difficultés à recruter encore aujourd'hui ? Nous recrutons en permanence. Il y a certains secteurs, certaines localisations sur lesquelles, en effet, il y a un peu plus de difficultés. Mais on est aussi là pour s'adapter à un marché. Donc, on recherche des solutions et on est toujours à l'écoute de nouvelles initiatives. Et c'est notamment pour ça que je suis venue aujourd'hui. Alors, je suis allé sur votre site, 2205, alors ça a peut-être bougé depuis, c'était il y a 2 heures, offre d'emploi. Et puis, il faut aller sur le site, c'est assez intéressant parce qu'ensuite, il y a des localisations et des postes. On les appelle les équipiers, la plupart du temps. Oui, équipiers polyvalents. C'est ça. Puisqu'on met en avant la polyvalence de nos métiers dans une logique de développement de compétences, de diversité d'activités et de diversité de postures d'un point de vue santé. Arrivons quand même sur cette initiative parce qu'elle est intéressante. La grande distribution, elle est implantée localement, elle fait partie du bassin. Nous avons 1600 supermarchés. Et le handball, alors vous avez choisi le levier du hand, c'est bien cela, pour recruter. Racontez-moi comment ça marche. Alors l'opération s'appelle Recrute et Match. À l'occasion d'un match de première division de championnat féminin de hand, nous invitons les candidats, les directions régionales invitent les candidats à l'occasion de ce match. Ils voient le candidat en entretien sous forme de job dating. Donc le candidat sélectionné vient pour son entretien en job dating. Contexte un peu plus détendu. Dans le complexe sportif, donc détendu. Les candidats participent aux coulisses d'avant-match et aux côtés des recruteurs soutiennent leur équipe favorite pendant le match. Parce que vous sponsorisez aussi des équipes. Il y a du sponsoring. On a 7 équipes de handball féminin dont nous sommes partenaires et nous sommes partenaires de la Ligue féminine de handball. Donc ça, c'est important, le lien avec ce sport. Oui. Juste vous qui êtes DRH, on observe et on regarde les personnes différemment lorsqu'elles sortent un peu de ce contexte de entrez, asseyez-vous, montrez-moi votre CV. J'espère qu'on n'est pas comme ça en entretien. Non, mais je veux dire par là, c'est un peu ça un entretien. Et là, c'est pas ça du tout. L'idée, c'est aussi de montrer qu'on est capable de recevoir un entretien dans d'autres contextes. Donc, je pense que l'intérêt, c'est la combinaison de différents types de recrutement, différentes formes. Et là, on invite le candidat à chausser ses baskets, de nous parler peut-être de son intérêt pour le sport, ou si ce n'est pas le cas, nous, ça nous permet de valoriser le handball féminin. Qu'on soit bien d'accord, parce que j'ai choisi un titre, il faut mouiller le maillot pour entrer chez Lidl. On est bien d'accord que celui qui va faire l'entretien avant le match, en networking... Il n'a pas mouillé le maillot. Il ne va pas sur le terrain jouer avec les filles. Enfin, il n'y a pas de match. Hein. Il participe, il assiste au match, mais effectivement, il ne joue pas au hand. On a d'autres opérations pour lesquelles on peut être amené à organiser des événements sportifs. Voilà. Mais là, en l'occurrence, il s'agit d'assister au match lors de Recrute et Match. L'entretien, on est bien d'accord, je suis retourné voir sur le site pour vérifier, se fait avant le match. Se fait avant le match. C'est-à-dire que vous avez aménagé un petit espace convivial. C'est dans le complexe sportif, donc on s'adapte. On a déjà eu 7 événements, donc on s'adapte en fonction de là où on peut être au mieux pour l'entretien. On s'inscrit avant ? Oui, on s'inscrit avant. Ou qui veut vient ? On s'inscrit avant, qui veut vient, on postule sur des offres dédiées et on a ensuite une sélection et les candidats sélectionnés sont invités lors du job dating. Vous êtes là ? Comment ça se passe vous ? Parce que vous ne pouvez pas être sur tous les sites. Donc non, ce sont les directions régionales. On a 25 directions régionales et on a des partenariats locaux, territoriaux avec ces équipes de hand au quotidien toute l'année. Et là, l'idée, c'était de construire un événement un peu inédit de recrutement en partenariat avec ces équipes de hand. Et il y a une rencontre entre les sportifs de haut niveau et ces recrutés ou pas ? Ou il y a un petit moment comme ça ? Alors, ils participent aux coulisses d'avant-match, donc oui. Ils voient les vestiaires ? Ils voient les vestiaires, ils voient l'organisation pré-match. Et si affinité ou si possibilité, il y a rencontre. Ça match ou ça matche pas. C'est-à-dire que ça match ou ça matche pas, ça reste un processus de recrutement. Mais CV, pas CV, on discute surtout des soft skills ou on est aussi sur le CV parce que vous recrutez des équipiers, il faut être très polyvalent quand on travaille chez Lidl. Alors, on a l'intérêt de pouvoir recruter sans prérequis de diplôme ou d'expérience. Donc, ce qui nous intéresse, c'est en effet la capacité à travailler en équipe, la capacité à mettre en œuvre des process en faveur de l'expérience de nos clients. Donc, c'est ça qu'on va venir évaluer clairement. Mais l'entretien se passe très bien en networking, la personne est formidable.
et elle pète les plombs dans les tribunes. Elle est observée, forcément. Elle se met à... Vous voulez dire qu'elle est passionnée pour le match? Elle est plus que passionnée, c'est-à-dire qu'elle a une attitude qui, alors que l'entretien s'est bien passé, vous semble un peu... Je ne saurais pas répondre sur un contexte aussi particulier. Nous, ce qui nous importe, c'est vraiment le processus de recrutement. Et après, c'est finalement la suite qui est aussi très intéressante. C'est le parcours d'intégration qu'on va mettre en œuvre. Et nous, on est là pour construire un parcours. Donc, on est intégré sur un poste donné et on évolue chez Lidl. Donc, c'est ça qu'on recherche. On ne le sait pas à la fin du match qu'on a été recruté. Ça, c'est le premier entretien. J'imagine qu'ensuite, il y a un deuxième entretien. Un processus, on est d'accord. Oui, qui valide et qui permet, là, c'est l'entretien avec le recruteur. Il peut y avoir ou non le manager direct, donc il peut y avoir un deuxième entretien. Et donc ça veut dire qu'on n'est pas sûr d'être recruté à l'issue de ce... Pas nécessairement. C'est vraiment un moyen de prendre contact, de valider une première étape de sélection et derrière aussi de parler des valeurs du sport, encore une fois de mettre en avant le handball féminin. C'est pour nous une cause importante. On s'est engagé le 24 avril pour la grande cause nationale avec la présence de la ministre des Sports, des Jeux Olympiques et Paralympiques, Amélie Oudéa-Castéra. Pour nous, c'est important de mettre en avant notre engagement en faveur du sport et en faveur d'une alimentation équilibrée. Donc, on a plusieurs événements autour du sport tout au long de l'année. Un mot quand même avant de nous quitter sur les emplois de recrutement. On a évoqué le terme d'équipier. Il suffit de pousser la porte d'un Lidl pour voir en fait qu'il y a une très grande polyvalence et ça ne ressemble pas tout à fait à l'organisation du travail qu'on peut avoir chez vos concurrents, sans citer les noms. C'est un choix historique d'ailleurs de l'entreprise. C'est effectivement un modèle d'organisation que nous valorisons, puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est pour nous un vrai moyen de développer des compétences, de s'inscrire dans un parcours. Quand on développe ces compétences, on s'oriente aussi vers d'autres opportunités en interne. C'est l'occasion de varier l'intérêt du poste au quotidien et de varier les postures. Donc pour nous, c'est un cercle très vertueux, cette polyvalence. Un mot sur l'attractivité. On l'a évoqué à travers l'initiative originale de ce recrutement post-match ou pré-match. L'attractivité et l'engagement des collaborateurs, ils restent ou ils ne restent pas chez vous? Alors, l'idée, je vous le disais, c'est que vraiment, ils s'inscrivent dans un parcours. Donc, on s'inscrit sur le long terme. Et là, en l'occurrence, recruter match, on recrute notamment des encadrants en supermarché, donc responsables, directeurs de supermarché. L'idée, c'est de recruter pour aussi les postes d'après. Donc, notre intérêt, c'est qu'il y ait une inscription sur le long terme de l'ensemble de nos candidats. Et on a 90% de nos managers qui sont issus de l'interne. Donc, c'est une vraie réalité. Donc, ça veut dire qu'on progresse lorsqu'on rentre chez Lidl. On peut démarrer au plus bas de l'échelle et avoir possibilité de grimper. On peut rentrer équipier polyvalent ou opérateur logistique et évoluer tout au long de son parcours. C'est les trois postes, c'est directeur de magasin, équipier polyvalent. Alors en supermarché, le poste d'entrée, c'est équipier polyvalent. On a des coordinateurs de caisse et des adjoints du responsable de supermarché, des responsables et des directeurs de supermarché, et en plateforme logistique, on a des opérateurs logistiques et des managers en logistique. Ils sont sensibles, les candidats qui poussent la porte au relooking de Lidl, parce que Lidl a connu une transformation. Vous n'étiez pas, je crois, encore tout à fait arrivé dans le groupe, mais vous l'avez forcément observé. Bien sûr. Transformation de l'image du groupe, l'image même du bâtiment, du magasin, de l'organisation. Les candidats, ils sont sensibles à ça? Ils sont, je l'espère, aussi clients. Donc, en tant que clients, oui, l'intérêt ou l'orientation sur leur expérience en tant que client sont pour nous clés. Donc, oui, on a, pour moi, cette sensibilité à l'image et l'expérience qu'on va faire passer auprès des clients. Question rituelle, je pose toujours une question pour connaître un peu le parcours et votre histoire. Je l'évoquais, Amazon, mais vous êtes en poste aujourd'hui. C'est quoi les grands chantiers là, que vous avez engagés et que vous allez engager dans les mois à venir? Pour moi, les grands chantiers sont autour de la culture, des valeurs, qui nous sommes en tant qu'employeurs et qu'est-ce qu'on met en avant auprès de nos salariés. Ça passe aussi par l'approche managériale. Ça inclut dans cette notion de culture, de valeurs, la diversité, l'inclusion et la marque employeur. Après, on a forcément, nous sommes des opérationnels, des personnes de terrain. Donc, on a le support auprès de nos équipes
sur le terrain, la simplification qu'on met en œuvre, forcément une partie système, digitalisation, en plus de tout l'aspect réglementaire qui est l'incontournable. Et vous l'évoquiez, la santé au travail ou la qualité de vie au travail et la sécurité au travail. Pour moi, ça fait partie de notre culture d'entreprise, de nos valeurs, de nos engagements. La qualité de vie au travail sont des engagements, la santé, la sécurité, la qualité de vie au travail sont des priorités incontournables et on a un véritable investissement en la matière. Juste un mot quand même sur les signaux faibles, parce qu'on se souvient de Lidl, ça remonte un tout petit peu, mais ça avait un peu défrayé l'actualité sur des tensions dans des magasins, ça avait été repris dans les médias. Tout ça est derrière vous, c'est-à-dire que vous avez pris des contre-mesures, vous êtes intéressé aux signaux faibles, aux relationnels aussi au sein de l'entreprise. Il y a eu un non-lieu sur la situation que vous évoquez. Exact. Et en permanence, nous avons des démarches de prévention pour réduire les risques et surtout pour améliorer la qualité de vie au travail de l'ensemble de nos salariés. Donc c'est une démarche de chaque jour. Merci Lucienne Montgolfier. Des dates peut-être, on ne l'a pas évoqué, ça continue. Le 26 juin, nous avons un événement avec les entreprises s'engagent et l'association Étendard. C'est un job dating qui implique une vingtaine d'entreprises, une centaine de candidats. Ça se passe au Jardin des Halles dans le 18e, qui est un terrain de hand urbain à nos couleurs. Donc toujours avec l'axe handball, on est d'accord? Absolument. On reste toujours dans le même esprit. Toujours recruter match. Merci Laetitia de Montgolfier d'être venue dans le vide. DRH de Lidl France, 46 000 collaborateurs, peut-être un peu plus depuis quelques heures maintenant. 2500, un peu plus de 2500 recrutements, c'est sur le site. Allez voir, il y a beaucoup de postes à pourvoir. Merci. Merci beaucoup. À très très bientôt. À bientôt. On tourne une page, direction fenêtre sur l'emploi. On ouvre une fenêtre et j'accueille mon invité. Et on termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi pour accueillir Paola Fabiani. Bonjour Paola. Bonjour. Vous êtes porte-parole et vice-présidente du MEDEF, président de Comex 40. Historiquement. Et vous êtes aussi la fondatrice de Wizcom. Vous avez fait le pari d'ailleurs de mettre des centres d'appel en France. Tout à fait. Et ça, c'était un pari au moment où tout le monde délocalisait et à Paris. Un petit mot quand même, parce que ça, c'est votre passion. Pourquoi les Français ont autant d'amour pour l'entrepreneuriat ? Alors, je pense que l'entrepreneuriat inspire, répond à une volonté d'autonomie, de liberté. C'est un peu comme finalement être un peintre, un artiste sur une toile blanche et pouvoir créer. Et en même temps, répond à un besoin d'engagement dans le bien commun, dans l'engagement dans la société civile, parce que finalement, c'est une façon d'apporter sa petite pierre à l'édifice. On se rend toujours compte de ce qu'est l'entrepreneuriat parce qu'on a cette passion au cœur, on dit je vais monter ma boîte, c'est ce qu'on entend, puis en fait parfois on déchante quand même. Alors effectivement, il y a toujours différentes phases, c'est un peu comme tout. Je pense qu'il y a le rêve et puis en même temps, moi j'ai tendance à dire que l'entrepreneuriat c'est un peu comme un groupe de rock. Donc effectivement, il y a le côté enflammé, puis en même temps il y a le côté concret, terrain, avec ses difficultés, mais aussi ses très belles réussites et puis c'est le collectif, l'entrepreneuriat. Une étude passionnante quand même, il faut le préciser, CCI MEDEF, parce que qui donne quand même une visibilité assez forte. Un Français sur 4, 25% d'entre eux souhaitent créer ou reprendre un jour une entreprise. D'ailleurs, reprise et création, c'est pas tout à fait la même chose, il faut le préciser. L'État les accompagne, le gouvernement est vraiment aux côtés ou on est un peu livré à soi-même quand on crée sa boîte avant de nous quitter? Alors déjà, un focus, un Français sur 4, c'est la première fois qui veut entreprendre. C'est vrai. Et chez les jeunes, c'est, je crois, plus de 50%. Donc, il y a vraiment cette envie. On voit, en fait, ce qu'on disait juste avant. Alors, après, est-ce que les dispositifs qui sont présents permettent l'accompagnement? Oui. Alors, on peut toujours avoir plus, on peut avoir mieux. Après, il y a des besoins, la simplification. Il y a des besoins, on le voit dans l'étude, 80% disent avoir besoin d'aide administrative. C'est un des freins majeurs. Donc là, effectivement, il y a une question de simplification. Il y a un certain nombre de mesures, dispositifs qui sont mis en place. On y travaille notamment dans la commission entrepreneuriat du MEDEF. Besoin du soutien des proches et besoin de mentoring. Mentoring, c'est important. Mentoring, c'est important. Il ne faut pas être seul quand on crée sa boîte. Paola Fabiani, le temps file à toute allure et je m'en excuse. Et vous reviendrez évidemment sur notre plateau pour un débat plus large sur l'entrepreneuriat. Puis j'aurais bien aimé qu'on parle de votre entreprise et de votre passion parce que vous aussi, vous êtes entrepreneuse, porte-parole et vice-présidente du MEDEF. Allez voir cette étude sur l'entrepreneuriat et on vous réinvite, je vous le promets. L'émission est terminée. Merci à vous, merci de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité, merci à toute l'équipe et je vous dis à très très bientôt.